bonjour, merci Bonjour. de venir dans les studios de Télépaès pour une émission sur la prévention routière dont vous êtes bénévole, mais pas seulement puisque vous avez deux titres et pas des moindres. Vous êtes directeur régional de la région PACA et Corse et directeur départemental des Bouches-du-Rhône. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de savoir toutes les missions que propose votre association, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des personnes qui sont à l'origine de la création de cette association? Oui, bien sûr. Alors l'association Prévention routière est une vieille association. Qui date de quelle année? De 49. Donc elle a fêté ses 65 ans l'an dernier. Donc juste après la guerre, le monde automobile commençait à se construire, hein, et, pardon, et des assureurs ont imaginé que il était important déjà à l'époque de regarder ce qu'on pouvait faire pour éviter les premiers accidents. Donc, c'était avant, ils anticipaient, parce ils qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules à Il commençait à y l'époque. avoir de la circulation, après la guerre, il commençait à y avoir de la circulation, les routes commençaient un peu à s'installer, elles étaient construites, et que donc le phénomène automobile naissait, mais commençait à prendre une forme. La première voiture date du début du siècle dernier, hein, quand même. Oui, Donc on a quand même de la circulation, et puis l'effet après-guerre a fait que bon, on a beaucoup circulé, et on regarde, quand on voit les évolutions, il y avait quelques millions déjà de véhicules à cette époque, même en Corse d'ailleurs. oui. Et on va dire, puisque sûrement il y a eu des choses qui ont évolué, vous allez nous en dire plus, mais au départ, le but, c'était quoi de la prévention routière? Alors, le but qui est dans la charte d'ailleurs de la prévention routière, c'est que faire à titre préventif pour éviter les morts sur les routes. Alors, les morts, donc les accidents sur la route. Donc la prévention routière a œuvré depuis toujours à trouver des solutions pour justement endiguer ce fléau qu'on voyait déjà naître même à l'époque. Donc les voitures, on a beaucoup insisté sur la qualité des voitures, on a beaucoup insisté sur le comportement des conducteurs, on a beaucoup insisté sur le réseau, on a beaucoup influé pour que les réseaux en France soient dignes d'être utilisés par des automobilistes. Voilà un peu nos missions, voilà les missions de la prévention routière. Donc, si je vous suis bien, les premiers instigateurs, on va dire, allaient même chez les constructeurs automobiles pour dire C'est-à-dire, oui, bien leur sûr, façon. oui, à travers, si vous voulez, les organismes professionnels qui existent, hein, on a fait, entre guillemets, ce qu'on dit aujourd'hui du lobbying. On a mis suffisamment de pression pour, à la fois vis-à-vis des collectivités, avoir des réseaux confortables pour les usagers, mais également pour les constructeurs, pour trouver des techniques afin d'améliorer le comportement des véhicules. Et on a ici aussi un instigateur, par exemple, du contrôle technique des véhicules. Ça, depuis 90, hein, dans les années 90, les assureurs et la prévention routière ont pris leur part importante pour justement imposer ces contrôles techniques du véhicule qui a permis de retirer du marché de l'occasion, des véhicules qui n'étaient pas en mauvais état. À l'époque, la voiture d'occasion, la troisième voiture de la famille ou la seconde voiture de la famille, qui était souvent une voiture ancienne, allait chez le jeune. Et Oui, mais voilà, peut-être avec des risques. Avec des risques et sans vérification, on a réussi à imposer ce contrôle technique. Et ça a été une réussite, Et je veux dire. c'est une réussite parce que ça a permis à la fois aux constructeurs d'avoir un nouveau marché, hein, puisqu'on a Et d'avoir créé des emplois et d'avoir aussi. créé des emplois. On a éradiqué le problème des véhicules qui étaient des épaves, en fait. Des épaves qui circulaient et qui étaient souvent conduites par des jeunes, d'ailleurs. Ah oui, puisque comme vous disiez, on donnait donc aux enfants la voiture qui restait sans souci de se dire dans quel état elle était. Bien sûr. Comment est structurée votre association? Alors, l'association Prévention routière, donc une association avec des salariés, hein, il y a 200 salariés, il y a à peu près un comité dans chaque département. Donc il y a 90 départements dans lesquels il y a un comité avec un directeur et un secrétariat. Ensuite, le conseil d'administration qui gère est composé là, d'assureurs. Hein. Donc, d'ailleurs, le président du conseil d'administration de la prévention routière aujourd'hui est un ancien assureur. Hein, aujourd'hui. Et il y a aussi un conseil d'administration dans lequel il y a beaucoup d'associations qui font partie du bureau. Et dans ces associations, il y a des associations de défense des accidentés de la route, des paralysés. Et le monde médical est très impliqué parce qu'il y a un comité d'éthique médicale avec des professeurs
et beaucoup de spécialités qui nous accompagnent pour justement valider tous nos projets lorsqu'il y a un problème médical qui est en cause. Est-ce qu'ils viennent justement lors de vos missions de prévention, viennent vous prêter main forte? Alors, ils nous prêtent main forte en amont, c'est-à-dire qu'ils nous aident à créer les supports pédagogiques dans lesquels ils valident toutes les questions médicales, et il y en a beaucoup, les comportements, les problèmes cognitifs lorsqu'il y a des accidents. Bref, tout cet aspect médical est validé par ce conseil d'éthique médicale qui fait partie intégrante de la prévention routière. Il y a une quinzaine de spécialités avec un professeur à sa tête. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc aussi bien sur le continent que chez nous en Corse, la coordination est... Alors, pour compléter l'organisation, donc on a créé depuis 2 ans une vingtaine de régions. Donc moi je suis le directeur de la région PACA et Corse. À ce titre, l'idée de créer ces directions, c'est un peu pour mutualiser les ressources qui existent, mutualiser les outils opérationnels, parce que vous verrez, peut-être en en parler, on a beaucoup de matériel pédagogique, de gros matériel, des voitures, des simulateurs qui nous permettent de faire nos actions. En les mutualisant, on permet de répondre davantage Bien sûr, à la demande aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus même ici à Île-Rousse il y a quelques temps avec du matériel. On avait un simulateur 4 roues, nous étions présents ici, donc on a beaucoup de matériel. Et donc l'intérêt de la région, ça a été évidemment de faire l'interface avec le national, de réduire les circuits, et puis donc évidemment de mutualiser au maximum les ressources. Et on peut dire aussi que vous étiez vous-même assureur dans votre profession. C'est exact. Quand vous étiez en activité, on va dire. C'est exact. J'ai été assureur, j'étais responsable du risque automobile. Hein, Est-ce que pour vous, c'était une normalité? J'allais dire que l'opportunité s'est rapprochée du naturel. Hein. J'étais assureur, je connaissais à peu près bien le risque routier. Et lorsque, à la cessation de mes activités professionnelles, j'ai souhaité trouver une activité complémentaire, je me suis trouvé naturellement comme bénévole à la prévention routière. Et de bénévole, voilà, on a pensé qu'on pouvait compter sur moi pour faire autre chose. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui le directeur régional. Alors, par contre, vous avez parlé de salariés. Comment fonctionnez-vous financièrement? Alors, financièrement, en gros, la prévention routière, c'est un budget de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, on va dire en gros, on a quand même 100 000 adhérents, hein, donc 5 000 adhérents, des gens qui nous donnent tous les ans Comment cela fonctionne? Vous vendez des cartes? On vend des cartes d'adhésion, ils adhèrent à une association. Il y a aussi beaucoup de donateurs. Donc ça, c'est la partie visible. L'autre partie, ce sont les subventions des collectivités territoriales, mairies, conseil général, nous aident à financer nos actions, des actions qu'on fait pour leur compte également, hein, on peut en regarder ça plus tard. Et puis nous avons également je veux dire, la recette des prestations que nous faisons, notamment dans les entreprises. On fait beaucoup d'actions dans les entreprises. On n'est bien sûr pas sur le secteur marchand, hein, donc on est à coût réel, mais on fait beaucoup d'actions dans les entreprises. Et parmi les seniors, parmi un certain nombre de personnes qui souhaitent qu'on leur fasse de la formation ou de la sensibilisation, et qui à ce titre nous rémunèrent. Alors ce n'est pas de la rémunération, mais c'est un défraiement qui nous permet donc du coup d'alimenter les caisses. Et les bénévoles, ils sont au nombre de combien là? Alors il y a 1500 bénévoles en France. Et sur la région Corse? Et sur la région Corse, on va développer justement le bénévolat à travers une autre possibilité que nous offre aujourd'hui les pouvoirs publics, qui est le service civique. Alors, je sais qu'en Corse, c'est pas encore bien ancré, mais sur le continent, ça marche beaucoup. Et on a vu que dernièrement, le président de la République a insisté pour que ce service civique soit développé et que parce que les services civiques, ce sont des jeunes entre 16 et 25 ans qui peuvent avoir une activité dans une association ou une collectivité et que du coup, ils sont rémunérés et ils donnent un mi-temps, en gros, à cette association. Et nous, on a recruté beaucoup de services civiques qui nous aident beaucoup. Ce sont des jeunes dynamiques. Sur le continent, ça marche plus. Sur le continent, ça marche plus, mais il n'y a aucune raison que ça ne marche pas encore. Bien sûr. Peut-être que ce n'est pas encore, comme on disait, ancré, mais peut-être que l'information n'est pas vraiment... Peut-être encore bien arrivé ici. Voilà, c'est un moyen aussi voilà, de pouvoir le... Et on a un projet de recrutement d'un service civique à Bastia dans les prochains jours. C'est bien, voilà, comme ça au moins ça sera... Ça sera connu en tout cas, on le fera savoir. Donc Jean-Pierre Guérini, par rapport, je dirais, au début, donc dans les années 49, quand s'est créée l'association, les moyens, on va dire, que l'association avait pour faire ses missions de prévention
n'était pas aussi importante que de nos jours. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de cette voiture. Dites-nous un peu tout ce que vous proposez. Si vous voulez, la grande prise de conscience de la sécurité routière sur les années 70. Jacques Chirac avait décidé que c'était, dans son quinquennat, c'était le moment phare de son quinquennat d'essayer de réduire ce nombre de tués. Il y avait dans les années 70 entre 15 et 20 000 morts tous les ans. On n'avait pas encore la ceinture On n'avait pas, elle commençait la ceinture, mais il y avait quand même 15 000, il y a 16 000 morts en 72. Je me souviens d'ailleurs à cette époque, pour ceux qui sont plus anciens, il y avait Mazamet-Ville-Morte, puisque ce nombre correspondait au nombre d'habitants de la ville de Mazamet, et c'était très spectaculaire parce qu'à l'époque, l'ensemble des gens dans la ville s'étaient couchés et avait fait Mazamet-Ville-Morte, et on avait vu des vues d'hélicoptères qui montraient vraiment ce que ça pouvait être, ce qu'en une année, la France perdait en vie humaine. Donc c'est les années 70. Qu'a-t-on fait prévention routière? Alors, indépendamment des moyens qu'on a, parce qu'on discute beaucoup, on a décidé que la prévention commençait très jeune, devait commencer très jeune. C'est ce que je voulais vous demander. Et donc, si vous voulez, on a, dans nos activités, on a la réponse, et on a une offre possible, une réponse à l'ensemble de la population. Et on commence dès les enfants qui ont 6 ans, et ça va jusqu'aux seniors. Alors les enfants de 6 ans, ça passe par des jeux, des supports pédagogiques. Dès la maternelle et dès le primaire, on est présent. Ensuite, on a scindé, après le primaire, on a regardé ce qu'on pouvait faire dans les collèges. Donc on a des supports qui sont axés vers les jeunes, donc de 14 ans, à partir de 14 ans, enfin à partir de 12 ans dès qu'ils sont au collège jusqu'au lycée, avec des moyens très spécifiques. Par exemple, vous voyez, pour le collège, on commence à aborder les problèmes de... Oui, ce sont les futurs automobilistes. Mais on commence déjà à aborder... Déjà au collège, en 5e et en 3e, ils ont le brevet de la SSR 1 et 2, qui sont des modules d'apprentissage à la conduite. Ensuite, là, si vous voulez, pour ceux qui sont au collège, on commence déjà à parler des problèmes de maniabilité, notamment le deux roues, parce que souvent ce sont ces enfants qui utilisent le deux roues. Est-ce que vous avez aussi des associations à ce moment-là qui viennent aussi, comme vous êtes sur la prévention donc routière automobile, est-ce qu'il y a aussi des associations qui interviennent en même temps que vous, par exemple pour le vélo? Alors, vous regroupez... Pour le vélo, vous avez ici, alors nous on fait beaucoup de vélo, mais vous avez ici en Corse une association, Adrien, avec Madame Lipini, qui est une très très belle association. On est en complémentaire, on dit les mêmes choses. Est-ce que ça vous arrive de travailler le même jour en même temps? On a travaillé, bien sûr, on travaille très souvent, on se rencontre sur des opérations. Il se trouve qu'en Corse, vous avez la chance, entre guillemets, d'avoir cette association qui est très performante. Nous, sur le continent, on a des modules qui touchent au vélo. Donc peut-être un certain nombre d'enfants on se souviennent que dans les collèges, ce qu'on appelle des pistes de vélo sont venues apprendre la maniabilité en deux roues aux enfants des collèges. Et au collège, on commence aujourd'hui aussi à parler de l'addiction, alcool et drogue. Comment c'est perçu? Eh bien, c'est perçu, pour nous, on considère que quand on fait des statistiques, on sait que par exemple en 5e, un quart des enfants savent ce que c'est un joint, en tout cas, y ont goûté. Donc notre idée déjà, c'est de commencer, sans faire de répression bien sûr, toujours, mais dans le titre préventif, de leur montrer qu'on peut avoir une addiction à ces phénomènes et que ça peut être dangereux pour sa santé et évidemment pour la conduite. Alors de quelle manière vous vous y prenez? Alors on a là aussi en fonction des âges, puisque je dis on fait les collèges, mais après aussi les lycées, c'est encore un peu plus important, et ensuite après les étudiants, on a des supports pédagogiques, on a de la vidéo, on a des psychologues qui peuvent venir nous assister pour justement montrer les effets de ces stupéfiants et d'alcool, surtout en plus ça se cumule, parce que souvent c'est alcool et stupéfiants. Donc on a des bénévoles qui sont formés à cette pédagogie là, vis-à-vis de ces jeunes, de sorte qu'on essaye à la fois, parce que c'est un risque très important sur l'automobile, on multiplie par 30 le risque d'avoir un accident lorsqu'on a de l'alcool et des stupéfiants dans le sang. Donc c'est pas neutre. Donc on a des images fortes qu'on projette, on a la vidéo, puis on a aussi la pédagogie des formateurs qui savent parler aux jeunes. Donc après, je veux dire, tout ce que vous leur présentez,
il y a une discussion qui Il y a se une fait. discussion, Quel oui. ressenti il y a? Et Qu'est-ce qu'il en ressort? mais ils sont très, vous savez, si vous voulez, le problème c'est que les jeunes sont très sensibles. Le problème qu'on a lorsqu'on fait de la pédagogie, c'est qu'on est très sensible sur le moment. Quand vous passez une image choc, pendant un après, moment, on oublie. et après on oublie. Donc l'idée c'est justement de faire des actions récurrentes pour permettre justement qu'on n'oublie pas ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Donc le ressenti des jeunes est très bon, hein, parce que chacun, même quand on y a goûté, c'est pas un délit. Pour l'instant, on n'est pas nous dans la répression, on ne fait pas de jugement. On dit simplement, voilà les effets de Ce qui va vous arriver voilà ce si. qui peut arriver, Bien sûr. et surtout si vous conduisez pas. Notre problème, Bien sûr. c'est pas que les gens ne peuvent pas boire ou ne peuvent pas utiliser des stupéfiants. C'est pas notre problème. Enfin, on leur dit que bien sûr que c'est grave, c'est de ne pas les utiliser en conduisant. Bien sûr. On ne dit à personne de ne pas boire. La boisson peut être un moment intéressant, un moment ludique, un moment sympathique, un moment convivial. Le problème, c'est que celui qui conduit ne boit pas. Mais à quel on va dire, combien de fois vous allez dans le même établissement par an? Ça dépend, c'est en fonction de la demande des établissements. En fonction de la demande des établissements. C'est l'établissement qui vous fait la demande, ce n'est pas vous qui allez la Alors, proposer. Dans la mesure où on est très sollicité par l'établissement, on n'a pas besoin d'aller se proposer. Donc on est très sollicité et on peut souvent d'ailleurs ne pas répondre à l'ensemble des demandes des établissements. Donc on n'a pas besoin d'aller, entre guillemets, chercher les établissements, mais c'est les établissements qui viennent nous demander des prestations, et comme ça on a des pistes de maniabilité qui circulent dans tous les départements. Alors souvent c'est fait soit par des bénévoles de la prévention routière, soit souvent par des gendarmes ou des policiers municipaux, que d'ailleurs nous formons justement à ces opérations. Donc ça c'est une très belle activité que nous avons. Tout à l'heure, je vous parlais aussi des jeunes, et notamment dans les lycées, indépendamment des addictions possibles. On a aussi le scooter qui est le phénomène numéro 1 aujourd'hui en France. Les enfants roulent en scooter, boivent et téléphonent. Bon, oui, parce que la technologie, on va voir pour les adultes, c'est vrai que c'est... Mais ça commence aussi chez les jeunes. C'est les sûr. jeunes qui manipulent un, voire deux téléphones. Est-ce que de nos jours, par rapport au scooter, on va dire que c'est même pas le casque finalement qui est une cause d'accident, c'est plus l'alcool? Aujourd'hui, que ce soit tout confondu, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, les scooters ou les automobiles, 30% des accidents, c'est la vitesse et l'alcool, et souvent associé. 20% encore aujourd'hui des gens n'ont pas la ceinture de sécurité. Donc là, ça c'est un constat. 20% des gens, notamment à l'arrière, ne sont pas sécurisés par une ceinture. Donc quand vous supprimez vitesse, alcool, vous supprimez l'ensemble des causes d'accident. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'au niveau, comme on dit, tout commence par les enfants, l'apprentissage, et là particulièrement de la sécurité. C'est pour ça que je vous demandais à quel rythme vous pouviez intervenir dans les établissements scolaires, puisque on disait bien, vous leur montrez des images chocs, des actions, mais voilà, vous êtes partis, ils ont presque oublié. C'est quelque chose qu'il faut réitérer assez souvent finalement pour qu'ils se disent voilà ce qui peut m'arriver. Mais vous avez bien raison. Alors bien sûr, le manque de bénévoles, le manque souvent de moyens, inhérent à toute association, à toute organisation, on ne peut pas tout faire. Bien sûr. En règle générale, on passe qu'une fois dans l'année, mais par contre, comme on fait plusieurs classes, et que d'année sur l'autre, on change de classe, ce qu'on a vu en 5e, on les voit en 4e, on les voit en 3e. Oui, après ça devient les futurs automobilistes. Voilà, et ensuite on les revoit au lycée, on les revoit souvent à la faculté. On forme aussi des enseignants. On a une formation des enseignants, justement, pour démultiplier la formation. Donc les enseignants ont des formations. On leur remet gratuitement des kits tout faits pour justement qu'ils puissent approprier ces formations et du coup pouvoir le faire sans qu'on ait besoin d'intervenir. Donc on a quand même toute cette panoplie. On n'est pas seulement nous qui intervenons, on forme et on envoie des supports pédagogiques utilisés par les enseignants par la suite. Alors vous êtes venu avec des petits dépliants. Est-ce qu'ils sont en rapport avec vos actions? Alors ils sont tous en rapport avec nos actions. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc celui-ci, c'est comment adapter sa conduite. Alors là, c'est à 2 roues, comment éviter les pièges. Donc on les montre à la caméra. Et un aussi. Alors, quel réflexe adopter en ville? C'est vrai qu'il y a un manque de civisme en ville.
Oui, puis alors je pourrais rajouter, si vous voulez, des flyers et des documentations à destination des seniors, parce qu'on a aussi cette catégorie de... On va en venir. On va en venir. Vous Alors, avez parlé justement tout à l'heure que vous interveniez dans les établissements scolaires, puisque oui. on vient de le dire, ça commence par les enfants, mais de quelle manière vous intervenez chez les adultes? Alors, chez les adultes, on a plusieurs façons d'intervenir. On intervient d'abord dans le monde de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises, vous savez que les entreprises ont l'obligation ils ont une obligation de résultat sur la sécurité de leurs salariés. Toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, dès l'instant où il y a un salarié, elle a l'obligation de faire en sorte pour que le risque au travail de son salarié soit réduit au maximum. Et quand on sait que le risque routier est le risque numéro 1 en France, en matière d'accident, en matière de décès, hein, c'est le risque numéro 1, les entreprises se sont emparées, si vous voulez, de ce phénomène, pour essayer de trouver comment sensibiliser leurs salariés. Et c'est ainsi que nous avons beaucoup de grands comptes, hein, de grandes entreprises, ou des moyennes, ou des petites, qui nous demandent de faire des sensibilisations de leurs salariés. Alors, notamment évidemment, lorsque une entreprise a beaucoup de chauffeurs routiers, par exemple, a beaucoup de commerciaux qui circulent, ils circulent, ce sont quand même des populations à risque, et on nous demande là de faire une sensibilisation. Et dans la sensibilisation, on va retrouver les mêmes thèmes que chez les les mêmes troncs enfants communs, pratiquement. On a sur les comportements, on a beaucoup d'analyses sur pourquoi on est arrivé à parler de la sensibilisation, quels sont les risques, l'alcool, la vitesse, ainsi que le téléphone. Voilà, on fait des focus sur ces comportements. Et donc, du coup, on peut estimer que, l'employeur a rempli ses obligations, que deux, nous avons fait, nous, mission quand même de prévention parce qu'on a abordé des thèmes importants et on le voit parce que d'une façon récurrente, les entreprises nous redemandent d'année sur l'autre, de revenir faire une piqûre de rappel à leurs salariés. Et Ça, c'est pour est-ce l'entreprise. que vous intervenez aussi lorsqu'on a perdu des points sur son permis? Alors, ça, si vous voulez, c'est un deuxième aspect, mais on peut en parler. Je voudrais juste terminer sur les seniors, Oui, parce qu'il faut parler bien des sûr, adultes. bien sûr. Et nos seniors, eh bien, on se rend compte, d'abord parce que les seniors veulent rester mobiles très longtemps, le plus longtemps possible, et que donc, ils appréhendent, après 60 ans, 65 ans, 70 ans, ils appréhendent de conduire n'importe où. Ils nous demandent soit de faire des stages de remise à niveau, Remise en forme, on va dire. de remise en forme. On sait que nos seniors ont des difficultés avec les sens giratoires, avec les ronds-points, les sens giratoires. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup Il n'y en avait au pas départ. beaucoup. Ils ont des difficultés avec l'entrée et l'insertion dans les autoroutes. C'est un phénomène ils ont des soucis avec des nouveaux panneaux, hein, entre le temps où ils ont passé le permis en 70 ou 80 et aujourd'hui. Beaucoup de panneaux ont changé, quelques panneaux ont changé en tout cas. Donc ils ont des problèmes, et puis ils ont des problèmes de santé. Donc on a fait un modèle d'ailleurs qui s'appelle Senior Restez Mobile, qui leur donne une sensibilisation à la fois sur le même tronc commun que ce qu'on a vu, mais également aussi des comportements, notamment vis-à-vis des médicaments, vis-à-vis de l'audition, vis-à-vis de la vue. On a un certain nombre de modules qui attirent leur attention sur les difficultés qu'il y a lorsqu'on vieillit et qu'on a des difficultés pour conduire. Donc là aussi, pour couvrir l'ensemble des Et la adultes. demande est assez importante. La demande est importante à travers les caisses de retraite, la CARSAT, vous voyez, Oui. la CARSAT nous demande beaucoup d'interventions, à la fois sur des interventions en sensibilisation, en discussion, mais également en pratique. C'est-à-dire qu'on a des auto-écoles partenaires qui font des audits de conduite des seniors et qui, pendant 20 minutes, on va détecter quelques insuffisances, quelques failles, voilà. Et du coup, voilà, ça peut permettre de les sensibiliser justement à la nécessité peut-être de prendre quelques cours de conduite avant de reprendre une activité de conducteur ou de conductrice quotidienne. Et ce genre de mission, on va dire, elle est gratuite pour les seniors? Alors, avec la CARSAT, on a des conventions. Parce que vous avez bien compris que tout ça, ça a un coût. Et bien que sûr. nous, on demande une participation, soit souvent à travers un don d'ailleurs, comme lorsqu'on fait dans une entreprise. C'est souvent à travers un don ou une adhésion, à travers un don ou une adhésion, qu'on est rémunéré. C'est souvent la CARSAT avec qui on signe des conventions qui nous permet d'avoir un petit financement. Mais si demain, il y a un groupe social de seniors
qui nous demande de faire gratuitement une intervention, évidemment, elle sera gratuite. Hein. Là, c'est parce que la CARSAT nous demande de faire des audits, donc on a des partenaires auto-écoles qu'il faut bien rémunérer, sans font pas ça gratuitement, et que donc, du coup, on a un financement qui est pris en compte. Et est-ce que vous privilégiez certaines périodes de l'année pour mener vos actions? Pas du tout. On a des actions en ce moment en plein hiver. On a des actions évidemment pour les réveillons, des actions de sensibilisation des jeunes, les actions capitaines de soirée. Je ne sais pas si vous en faites. Ça existe beaucoup encore, mais je crois que ça existe, parce qu'on va en faire à Ajaccio. C'est de sensibiliser dans les boîtes de nuit que lorsqu'il y a un groupe, il y en a au moins un qui ne boit, celui qui va conduire ne boive pas. Donc là, c'est une sensibilisation. D'ailleurs, est-ce que vous avez constaté des résultats? On constate des résultats dans la mesure, enfin, en tout cas, on n'a pas de mesure. Le problème, c'est qu'on n'a pas de mesure. Bien sûr. Mais on sait qu'on réduit, dans la mesure où on réduit la circulation de gens qui sont alcoolisés, on se dit que naturellement, puisque 30% des accidents sont dus à des gens qui sont alcoolisés, en les réduisant, on pense que naturellement, ça devrait... Faire du convoiturage, mais avec un conducteur sobre. Avec là, sur Île-Rousse, vous avez une excellente une initiative qui va peut-être naître avec les taxis pour ramener des enfants, des jeunes chez eux, après avoir passé la nuit dehors. Donc il y a une expérience que nous on surveille de très près et qu'on pense que c'est quelque chose d'extrêmement bien que vous mettez sur pied, hein, l'association des commerçants de l'Île-Rousse, avec un partage des frais avec les taxis, un espèce de ticket. Je crois que l'idée est très très bonne. Donc nous on regarde ça de très près parce qu'on pense qu'il faudra peut-être un jour le vulgariser. Alors, je voulais répondre à votre question tout à l'heure sur les permis à points. Les permis à points, depuis que le permis à points existe, le ministère de l'Intérieur a demandé à la prévention routière et à d'autres hein, d'être sur secteur marchand pour faire ce qu'on appelle des stages de récupération de points. Donc la prévention routière est aussi sur ce créneau. Elle n'est pas la seule, hein, mais il y a beaucoup d'intervenants sur ce créneau. Nous, on a deux activités, on a cette activité sur récupération de points, et puis on a une activité, ce qu'on appelle les stages justice. Parce que vous savez qu'en droit français, le juge a la possibilité en matière de délit routier, soit de donner une peine complémentaire à la condamnation qu'il va ordonner, hein, il ordonne une condamnation, mais il dit en peine complémentaire, vous allez faire un stage à la prévention routière pour une sensibilisation à la conduite. Alors donc c'est la peine complète ou la peine alternative. Il dit à la place, comme pour les primo-délinquants, à la place de vous condamner, je vous condamne à faire un stage que vous allez payer. Et donc ça marque bien l'esprit. Ça marque bien. Et dès l'instant où il faut payer, ça marque un peu mieux. Oui. Et ça coûte 250 €, c'est pas excessif sur 2 jours. Et là, nous avons, nous, des formateurs de prévention routière, à la fois des gens formés, des moniteurs d'auto-école, et à la fois des psychologues. Donc, alors sur la Corse, on les retrouve où? Alors on les trouve de partout. On les trouve notamment à Bastia. Il y a même, je crois, ici une association, une société qui vient, à Île-Rousse, qui vient aussi pour faire des stages de permis à points. Ça, c'est les stages de permis à points, récupération de points. Les stages justice, on les trouve essentiellement à Bastia, évidemment, là où il y a un procureur. Aussi. Et sur Ajaccio aussi. Chaque fois que le procureur décide, c'est le procureur qui décide, au lieu de vous poursuivre, vous êtes condamné. Si vous ne faites pas ce stage, vous aurez la condamnation, mais si vous faites ce stage, on vous supprime la condamnation. En général, les gens adoptent pour le stage? Ils préfèrent, oui. Parce qu'une condamnation, ça peut être sur le casier, ça peut être plus embêtant. Et puis après, il n'y a plus de joker, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Donc on a une grosse activité dans ce domaine, et notamment en Corse d'ailleurs. Pas seulement. Alors, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un type d'action dans l'année qui est plus demandé qu'une autre? Dans vos actions de prévention, bien évidemment. Alors, les entreprises, notamment lorsqu'elles souhaitent véritablement faire des actions, c'est au bout de la 2e ou 3e action, d'abord on fait de la sensibilisation. Beaucoup de demandes de la sensibilisation. Donc on a des modules de 1 heure, 3 heures, la journée. Ce sont des paroles, ce sont des prises de parole, c'est de la vidéo, c'est des échanges interactifs. Donc ça, c'est notre premier module. Et puis, la 2e et 3e phase, on nous demande d'apporter du matériel. Et notamment dans les écoles ou dans les entreprises. Donc c'est des simulateurs 2 roues motorisés, des simulateurs 4 roues, donc c'est des véritables voitures hein, avec des volants et des vitesses. On projette un logiciel nous projette
une séquence de circulation, et la personne qui est au volant doit essayer de conduire, et après on analyse les erreurs faites. Parce qu'il y a toujours évidemment une erreur, il y a toujours un piège, il y a toujours quelqu'un qui traverse qu'on ne peut pas éviter, et que du coup on va vérifier l'influence de la météo, l'influence du comportement, l'influence de la vitesse, l'influence de l'alcool éventuellement. Donc ce logiciel nous permet de voir que à 100 à l'heure, il faut 100 mètres pour s'arrêter, et que Oui, il y a la distance voilà, de freinage. la distance de freinage, la distance de compréhension de ce qui se passe. Donc ça, mais rien de mieux que donc c'est ce matériel, c'est du gros matériel. Mais on a aussi beaucoup de demandes aujourd'hui sur les véhicules tonneaux, ce qu'on appelle les véhicules tonneaux, qui représentent un véhicule qui est fait des tonneaux. Donc ça, c'est toujours spectaculaire. Et ainsi que la voiture Testo-Choc, c'est un véhicule qui est sur une rampe et qui donc roule à 10 à l'heure, mais vous avez l'impression que vous êtes à 50 à l'heure. Lorsque vous tapez, vous vous rendez compte quand même, c'est très impressionnant. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Et à 7 à l'heure, on n'a pas de risque, mais c'est quand même un choc, et a fortiori à 20 à l'heure, on peut commencer à être mortel. Alors Jean-Pierre Guérini, depuis les années 2000, on va dire, on avait constaté une baisse significative de la mortalité. Mais à ce jour, c'est reparti à la hausse. En 2013, il y a eu moins d'accidents, mais en 2014, ça s'est révélé plus positif, en augmentation. Est-ce que, pour vous, il y a aussi la téléphonie qui a une cause importante, outre l'alcool, les stupéfiants? Oui, alors 2015 n'est pas très très bon non plus. Il est en deçà de ce que voulait faire, et pourtant il y a eu au début de l'année 2015, le ministère, M. Cazeneuve, a élaboré 26 recommandations. Bon, le temps qu'elles se mettent en place font qu'on n'ait pas encore les résultats escomptés. Oui, la mortalité stagne. Enfin, on n'est plus dans une phase de descente, hein, on remonte même un peu. Essentiellement, le comportement des gens. Il y a un comportement incivique aujourd'hui, on découvre ça dans les statistiques, dans les sondages que nous faisons, dans les analyses que nous avons, dans les réponses que nous font les conducteurs. Il y a un incivisme. Il y a un incivisme, l'alcool n'est pas trop réduit, on continue à boire, et c'est le comportement global des conducteurs qui se dégrade. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un fléchissement de la répression? Est-ce qu'on n'a pas fait cette prévention? Est-ce que c'est l'air du temps? Est-ce que... bon, il y a plusieurs phénomènes, hein. Par exemple aussi, un phénomène qu'on ne regarde pas assez souvent, c'est que la météo, par exemple. Et une bonne météo, c'est un risque aggravant de mortalité. Mais mauvaise aussi? Les mauvaises non, parce que quand vous circulez et qu'il fait mauvais temps, faites attention. On ne circule jamais vite. Quand il y a du verglas, quand il y a de la neige, on fait toujours attention. Donc il peut y avoir des accidents. Parce certainement. On va dire les jeunes conducteurs qui ne sont pas habitués à conduire sur du verglas. Les accidents vont être peut-être plus nombreux, mais moins graves, parce que quand même, quand vous roulez en DG, vous ne roulez pas sans. Ce sera plus de la tôle froissée. Ce sera de la tôle froissée, donc ça ne rentrera pas dans les statistiques et il y aura une chute. Donc ça, c'est un phénomène important. Et l'année 2015 est une belle année d'ensoleillement, et on peut craindre que justement la circulation a été importante. Ensuite, après, il y a un autre phénomène, alors c'est peut-être des épiphénomènes, mais il faut en parler. Par exemple, le fait que la réduction du coût du litre de gasoil ou de pétrole a une incidence sur la circulation. Moins c'est cher, plus vous circulez. Et plus vous circulez, plus vous prenez des risques. Et après, essentiellement, aussi dernièrement, le téléphone, parce que la vitesse et l'alcool, on y est toujours. Et le téléphone aujourd'hui, non seulement on téléphone, on passe des mails, on écrit des SMS, on regarde, voilà, comme avant, on lisait le journal. Donc là, il y a, dans le comportement des conducteurs chez nous, il y a une dégradation très importante qui a été constatée. Et là, à part la prévention et la répression, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Malheureusement, mais enfin bon, on est quand même là à continuer, vous voyez, à dire qu'il ne faut surtout pas le faire. Là, il y a l'interdiction de l'oreillette aujourd'hui, ça va certainement avoir un impact. Il y a les industriels ont trouvé des parades. Par exemple, lorsque vous êtes au volant et qu'on vous appelle, il faut prévenir votre interlocuteur que vous êtes au volant. Donc là, il y a un certain nombre de systèmes qui font qu'on va essayer là quand même de réduire cette circulation, cette conduite avec le téléphone branché à l'oreille. Et vous pensez qu'un jour on en arrivera comme pour les conducteurs de bus, de cars,
à faire le test d'alcoolémie pour que le contact se mette en Ben, route? ça, il y a des tests qui sont présents. Il y a même un assureur qui a contre l'installation d'un éthylotest au démarrage sur son véhicule, a fait une réduction de prime à ses clients. Et on le fait notamment chez les jeunes. Et nous, c'est quelque chose qu'on souhaite. Alors, ça a un coût, Ah, bien sûr, évidemment, hein. Donc ça, c'est après le pouvoir public bien sûr. qui doivent aider. Mais nous, on pense que c'est une des solutions. Aujourd'hui, les cars scolaires, les accidents sont autres que des accidents dus à l'alcool, parce qu'avec l'antidémarrage Tout à fait. et avec l'obligation aujourd'hui de mettre les ceintures de sécurité, vous savez Oui. qu'aujourd'hui, il y a obligation de C'est mettre vrai, les dans ceintures les de cars, oui. sécurité. Hein, ben on pense qu'on va réduire au moins d'une bonne part les accidents de cette nature. Alors, avant de se quitter, une dernière question. Quels seraient pour vous les objectifs à atteindre et les souhaits pour l'avenir? Alors nous, ben, les objectifs ils sont très importants. Nous, on va essayer de se coller aux objectifs de nos gouvernants, puisque les objectifs de nos gouvernants, c'est 2000 morts dans 3 ans. Ça va être compliqué, on est à 3003, enfin autour de 3005, donc ça va être compliqué. Donc, continuer la prévention dès la maternelle, demander des aides d'État. On demande toujours à l'État, mais ça fait partie c'est d'un des pouvoirs régaliens de l'État d'assurer la sécurité des citoyens. Donc il faut que l'État aide, ils le font, certainement pas assez. Il va falloir après composer entre prévention et répression. Nous, on n'est que sur le secteur de la prévention, on ne fait pas de répression, mais il faut continuer aussi cette répression, si décriée, mais nécessaire. On espère que vous Et on serez espère, entendus. être dans les clous avec ces 2000 morts dans quelques années. C'est un souhait que tout le monde doit formuler aussi. Mais merci. Jean-Pierre Guérini, merci d'être venu parmi Merci à nous. vous. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.